Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 20 juin 2017. Alors on va parler aujourd'hui du statu quo de la RBA, ce qui était vraiment attendu, hein. On a eu une annonce de Moody's qui dégrade quatre banques majeures australiennes en raison des prêts, hein, de l'immobilier qui sont trop importants. Et on a Wall Street qui a marqué des nouveaux records. Donc voilà, ça c'est les grands titres. Bonjour à vous Pascal, bonjour Brigitte, François que je salue également, JBP USD et les paires en yens. Merci Val. Écoutez, on y va. C'est parti. On commence avant tout par l'avertissement, les gars, sur les risques. Alors, trader Forex ou les CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super à votre dépôt. DLFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, résumé de la science américaine, c'est dans le vert, le DXY, les bons américains, le bon américain 10 ans, Wall Street qui marque de nouveaux records, le Nasdaq qui fait plus 1,42%, c'est sa meilleure performance depuis novembre dernier. On a eu 2 semaines, depuis le petit crash boursier sur les valeurs technologiques, on a 2 semaines sur ce secteur-là plutôt négatif. Et donc là, on a un rebond, ce qui était, je ne dirais pas anticipable au jour près, mais voilà, le biais il est toujours haussier. C'est pas parce qu'il y a eu un crash, un petit crash sur les indices, sur le secteur technologique qu'il fallait shorter, que c'était la fin des GAFA. Donc non, les 1,42%, j'ai envie de dire, c'est pas choquant. Ils rattrapent tout simplement le retard entre guillemets qu'ils avaient sur le Dow Jones et le S&P ce dernier mois. Enfin, séance asiatique plutôt bonne. Alors on a un yen qui recule, le gold qui avance légèrement, ce qui est assez normal étant donné que le yen a bien baissé hier. Donc on a un petit rebond. Moi je garde mon avis. Quand je vois ce graphique, ces données-là, je ne peux que dire que l'appétit pour le risque domine face à l'aversion pour le risque, que le marché est donc à la recherche de rendement et de risque. Voilà, le Hang Seng Index retrace et donc j'ai remplacé le Shanghai Index par le MSCI Asia Pacifique qui donne un point de vue un peu plus large de la zone asiatique et qui progresse de 0,93%. Voilà, donc séance asiatique plutôt haussière. Alors, le calendrier économique, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Alors, on a eu la RBA avec son statu quo. Alors, qu'est-ce qu'a dit la RBA? Eh bien, c'est comme dans mon article que j'ai publié hier. Le point faible de l'Australie, c'est le marché immobilier. Le marché immobilier est tout simplement n'est pas stable et il n'est pas homogène dans l'intégralité du territoire. Donc on a des parties où l'immobilier est très bon, d'autres où c'est pas bon du tout selon les régions australiennes et donc la RBA attend vraiment que le marché immobilier se stabilise au niveau des prix et qu'il y a globalement une homogénéité dans le marché. Voilà, donc statu quo. On a à 8h30 Carnet qui va parler par rapport à son statu quo hier. Alors j'ai parlé hier, la semaine dernière. Alors j'ai parlé avec un analyste anglais donc qui est sur le sol britannique, hein, qui est spécialisé sur le Royaume-Uni, un analyste d'LIFX. Et alors son opinion concernant la hausse des taux, il ne pense pas qu'il va en avoir étant donné qu'il va avoir le Brexit et que la croissance ralentit. Donc il y a une inflation. Il y a une inflation qui est autour des 2,6%, l'inflation corps, donc sans prendre en compte l'énergie. Donc il me semble qu'en prenant en compte l'énergie, l'inflation doit être autour des 3%. Donc malgré cela, son avis est que la BOE ne va pas remonter ses taux dans les prochains mois, tout simplement parce qu'il va y avoir une négociation du Brexit et que la croissance ralentit. Voilà. Donc ça serait trop risqué d'augmenter les taux. Voilà. Alors, un petit graphique du jour. Alors c'est la moyenne des 20 dernières années de l'évolution du NICE sur une année. Donc c'est-à-dire que là, il y a 20 ans qui sont une moyenne sur les 20 dernières années du NICE, tout simplement. Donc le NICE comporte 2000 actions américaines, et donc on peut clairement voir que le sell in May and go away, eh bien, tout son intérêt. Donc, le point May, c'est le plus haut, ça consolide. Le point bas, généralement, est fait au mois d'octobre, voilà, septembre-octobre, et c'est reparti pour
jusqu'à mai. Donc là, concrètement, on va arriver sur le marché des indices, comme je cesse de répéter dans mes articles, que les institutionnels, c'est eux qui font le marché. Et donc s'ils sont en vacances, donc c'est l'été qu'ils sont en vacances, il y a pas de flux, eh bien le marché des actions ne réagit pas. C'est pas les traders particuliers qui font bouger les actions. Qu'on soit clair. Donc voilà, si les institutionnels ne sont pas présents, eh bien on a une stabilisation des actions. Et donc là on va rentrer dans une période de consolidation. Voilà. Donc si ça ne bouge plus beaucoup, c'est normal. Voilà, alors on passe donc sur le graphique, on fait un tour rapidement de la séance asiatique, donc le Hang Seng Index, voilà, le Hang Seng Index qui est baissier. Bon, moi je maintiens mon scénario haussier jusqu'aux 26 000 points, hein. Concrètement, le marché des actions est haussier, le MSCI ACA Pacifique est haussier. Bon, il n'y a pas de raison de shorter le Hang Seng Index. Shanghai Composite, légère journée de baisse. Le Nikkei, il progresse avec un gap haussier, 20 230 points. Donc voilà, objectif atteint. Là maintenant le prochain objectif, donc à terme, hein, on vient chercher donc ça va être le plus haut ici, donc environ, ça va être les environ 20 952 points qui seront à aller chercher. Voilà. Donc c'est ce niveau de prix là. On regarde le yen index. Donc là c'est la tendance du yen index. En cas de cassure, on aura la reprise d'une tendance baissière. À noter que depuis le début de l'année, le yen n'est pas baissier. C'est une c'est une devise qu'on essaie à shorter parce que, disons que c'est celle qui sous-performe vis-à-vis, par exemple, de l'euro ou du dollar australien ou du dollar néo-zélandais et qui a une tendance plutôt, on sait à quoi s'attendre. Globalement, le yen ne va pas rebondir, il ne va pas super-performer sur du moyen long terme. Alors que le dollar US, même s'il il est beaucoup moins bon que le yen. Regardez depuis le début de l'année, en ce moment year to date, on compare avec le DXY. Si on regarde comparé au DXY, le DXY fait concrètement c'est une devise qu'on préfère shorter face au yen, enfin qui est mieux qui est préférable. Mais concrètement le dollar US il peut rebondir et il peut revenir sur ses précédents plus hauts. Alors que le yen, ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore une politique monétaire extrêmement généreuse. Ça ne devrait pas terminer cette année, ni l'année prochaine, étant donné que l'inflation core, l'inflation sous-jacente, est à 0,2%. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de raison que le yen progresse plus, enfin rebondisse vraiment durablement. En tout cas pas pour le moment. Donc c'est une devise, même qui, si elle est haussière, on va chercher à la shorter face à des devises qui sont vraiment fortes comme l'AED, NZD ou l'euro. Alors, on fait un tour des paires majeures avec objectif swing intraday s'il y en a. Donc l'USD Yen il progresse. On avait vu un prochain objectif, donc c'était les 111,55-58 hier. Maintenant le prochain c'est 112,24. Donc voilà, tendance haussière continue, alimentée donc par une hausse du DXY. Donc la hausse du DXY est due au gouverneur donc de New York hier qui s'est exprimé, qui a dit qu'il allait avoir une hausse des taux, enfin qui aura probablement une hausse des taux, une troisième hausse des taux cette année, donc en décembre, et que le cycle de hausse des taux n'est pas remis en cause malgré la baisse de l'inflation. Alors j'ai essayé de remettre tout à plat concernant cette baisse de l'inflation core, qui diminue de mois en mois depuis le début de l'année. En janvier, l'inflation core américaine était à 2,3%. Aujourd'hui, elle est à 1,6, il me semble. Bref, elle diminue. Maintenant, on a une baisse du chômage, 4,3% du taux de chômage. On a une croissance plutôt bonne. Donc baisse du taux de chômage, ça veut dire, enfin c'est susceptible d'hausse des salaires, et hausse des salaires, c'est susceptible de hausse de l'inflation. Néanmoins, c'est pas instantané, donc ça prendra un petit peu de temps, malgré la baisse de l'inflation. Celle-ci, je pense, devrait être compensée dans les mois à venir. Probablement que à partir de septembre-octobre, on verra une inflation corps qui va remonter, tout simplement parce que la baisse du chômage fera remonter l'inflation. Voilà, donc moi je crois toujours à 3 hausses des taux. Maintenant, est-ce que je crois à un retour du DXY assez plus haut? Pour le moment, honnêtement, c'est beaucoup trop tôt. Et est-ce qu'on a fait le point bas sur le DXY? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je spécule assez. Voilà, je vais attendre
des signaux techniques, qui donnent des indications sur ce que le marché prévoit de faire, en tout cas ce qu'il est en train de faire. Là, il y a une divergence haussière sur le RSI qui n'est pas encore validée parce qu'il n'y a pas la cassure de 50, vous voyez qu'on bute. Donc pour un moment, concrètement, le DXY est orienté à la baisse, il évolue sous sa moyenne mobile à 50 périodes, le RSI est sous 50. Voilà, donc il n'y a pas, concrètement, il n'y a pas de signaux haussiers. Voilà, donc moi j'attendrai une cassure de 50, une divergence, la cassure de la moyenne mobile à 50 périodes. Et dans ce cas-là, pourquoi pas envisager une petite tendance haussière. Voilà. Alors, donc tour des paires majeures, l'euro-dollar. L'euro-dollar consolide. Ouais, il consolide à 1,1150, donc il a cédé hier sous les 1,12. Le RSI est sur 50, donc zone probable de rebond. Le momentum, à noter qu'il est haussier. Voilà, pas grand chose à dire. Zone d'achat intéressante sur ce point bas à 1,11 qui coïncide avec cette hausse, cette oblique haussière ascendante. Enfin, cette oblique haussière, excusez-moi. Et donc voilà, et à terme, c'est pour viser les 1,13 à 1,14 dollars. GBP USD. Alors GBP USD, c'est consolidation. Concrètement, on short les 1,2817, on achète les 1,2635. Voilà, maintenant, moi pour être honnête avec vous, le GBP, je trouve ça assez spéculatif parce que ça dépend du Brexit, donc les négociations, enfin en tout cas les négociations qui ont commencé hier, l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord pour le calendrier des négociations. Donc la première chose qui sera négociée, qui sera vue entre ces deux parties, sera les résidents, donc les résidents européens qui vivent au Royaume-Uni et les résidents britanniques qui vivent dans l'Union européenne. Quels seront leurs avenirs après le Brexit? Est-ce qu'ils ont besoin d'un visa? Est-ce qu'ils ont le droit de travailler, etc., etc. Donc ça sera discuté. C'est la première chose qui sera discutée. Et ensuite, il viendra le marché unique européen, etc., etc. Donc j'ai pas tout en tête, mais la première chose qui est importante à noter, c'est le sort des ressortissants européens et britanniques. Donc GBP USD concrètement, voilà, livre sterling, je trouve ça assez spéculatif. Si on a un Brexit, c'est baissier pour un livre. Si on a un soft Brexit, voilà, dans le meilleur des cas, c'est en consolidation. En tout cas, moi ma stratégie, c'est une vente à 1,30. Voilà, le cours vient à 1,30, on voit qu'il y a une belle zone de résistance, je shorterai. Voilà, maintenant en intraday, je vais vous donner des bornes. Vous en faites ce que vous avez envie, mais je vais pas vous donner de scénario étant donné que voilà, honnêtement, on a la BOE en plus qui s'exprime dans pas longtemps, donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire de vous donner un scénario juste avant un discours. Moi concrètement, je vois un niveau de support ici à 1,2722, zone de résistance à 1,28. Bon, donc pourquoi pas payer ici et vendre ici. D'un point de vue technique, c'est ce qu'il y a à faire. Le dollar est en consolidation, donc il n'y a pas vraiment de mouvement qui vient du dollar US. Maintenant, le GBP, on va regarder par rapport à l'euro. Euro GBP, donc l'euro qui est baissier, donc sous-performe vis-à-vis de la livre sterling. Euro GBP objectif 0,8720. 0,8720, hop, on va le noter. Donc on va mettre une. On va mettre face au dollar australien. GBPUD, donc il est bullish. Vous voyez que depuis en fait l'ouverture des marchés européens, enfin depuis ce matin clairement, on a la livre qui est haussière. Donc GBPUD haussier. Voilà, premier objectif intraday, c'est les 1,6785 et bon, s'il y a un rebond durable de la livre, il se fera jusqu'à 1,6847. GBP NZD. Donc voilà, vraiment la livre qui, vous voyez, affiche sur le chandelier horaire deux bougies vertes sur toutes les autres paires, de vis. Donc on a vraiment une livre qui surperforme ce matin vis-à-vis des autres devises. Donc GBP, attention néanmoins à Carnet qui s'exprime dans 15 minutes. Enfin il me semble c'est dans 15 minutes. Alors, on va vérifier ça.
Voilà, 8h30, donc il va s'exprimer. GBPNZD, donc je sais analyse technique, hein. On parle que d'analyse technique, pas de carnet, parce que je ne sais pas ce qu'il, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va dire. C'est direction 76-51. Voilà, maintenant, si le discours de James Carney est négatif et déçoit le marché, la livre sera vendue et dans ce cas-là, cet objectif sera comment dire, passera à la trappe. Donc, attendons le discours avant de prendre une décision sur un livre. En tout cas, je pense que c'est la meilleure chose à faire. On continue donc sur les paires majeures, donc AUD-USD. AUD-USD, donc, vous voyez, il était haussier ce matin. Il retrace depuis 2 heures. Donc l'AUD-USD qui consolide entre les 0,75-84, donc c'était l'objectif, je vous rappelle, de ce matin. On avait dans mon article, j'avais dit qu'il y avait un bon niveau de support à ce niveau de prix-là et c'était intéressant à payer. Donc pour ceux qui ont payé selon l'article, l'objectif c'est de venir chez les 0,76-27. On n'a pas un AUD qui superforme en intraday, mais c'est pas le dollar US qui va faire, en tout cas le dollar US ne va probablement pas faire pression sur le dollar australien dans ses prochaines séances. Donc voilà, moi je reste aussi sur le dollar australien malgré le statu quo, malgré la dégradation de Moody's, ça reste une devise qui est extrêmement forte depuis le début de l'année, contrairement au dollar US. NZD, USD. En plus de cela, petite parenthèse, on a donc le sentiment IG. Alors AUD-USD, il devrait continuer à augmenter, étant donné que les positions acheteuses ont diminué de près de 20% depuis la semaine dernière, et les positions vendeuses ont augmenté de 9,5. Donc voilà, moi mon sentiment haussier est toujours d'actualité sur la USD, malgré cette dégradation de Moody's, malgré le statu quo du dollar, enfin de la RBA. Pardon. Maintenant NZD USD. Alors NZD-USD, il devrait continuer à augmenter tout simplement parce que on a le nombre de positions acheteuses qui a diminué de 29-30% depuis la semaine dernière, ce qui est énorme. Regardez ici la divergence des positions vendeuses et acheteuses, et on a des positions vendeuses qui ont augmenté de 21%. Bref, on a tout, là on a les traders particuliers typiques, c'est-à-dire qui vendent, qui continuent de vendre une tendance qui est haussière. Voilà, donc moi NZD-USD, je continue à être haussier. On a un bon niveau de support à 0,71, 0,72, donc niveau intéressant pour passer à l'achat. À court terme, à plus court terme, on peut... euh, non, honnêtement, on attendra pour ceux qui n'ont pas de position acheteuse sur le NZD-USD. Tant que le sentiment est à l'achat, est haussier, on va attendre un pullback sur 0,72 pour acheter et viser les 0,7311. Voilà, donc ça c'est poursuite de l'objectif. Donc on avait un premier objectif, je ne sais plus si c'était cette résistance ou celle-ci. Bref, on avait un scénario haussier qui a été atteint. Maintenant, pour ceux qui ont gardé la position, je pense qu'on peut venir chez 0,7311 et pourquoi pas les 0,7461. Voilà, donc on a fait le tour des paires majeures à part l'USD-CHF. L'USD-CHF, honnêtement, je ne le regarde pas étant donné que c'est l'euro-dollar inversé. Si vous regardez l'USD-CHF et l'USD-euro, donc l'USD-euro, on est d'accord que c'est l'euro-dollar inversé. Voilà, l'USD-euro, USD-CHF, c'est pareil. Donc si je fais une analyse sur l'euro-dollar, eh bien c'est l'inverse sur l'USD-CHF. Donc si on a une hausse de l'euro-dollar, on aura une baisse de l'USD-CHF. En tout cas, c'est fort probable. Voilà, donc euro-dollar consolide, l'USD-CHF consolide. Voilà. Maintenant, on regarde donc ce fameux graphique, l'AUD-NZD. Vous avez maintenant l'habitude de me voir le comparer. Ça nous permet de voir laquelle devise superforme. Donc en intraday, c'est le NZD qui est le dessus. Donc on va favoriser les positions à l'achat sur le NZD, donc NZD Yen, NZD USD. On va regarder l'euro NZD. Voilà, l'euro NZD se short depuis donc fin mai. Donc là, techniquement, le prochain niveau de support, c'est 1,5198. 1,5198. On va regarder ce qui est intéressant. Donc Wall Street, vous voyez, qui est très shorté. Hein. On a quoi? On a 90% de position vendeuse sur le Dow Jones, ce qui est énorme.
Le FTSE il est shorté. Sur le Dow Jones. Là on a le S&P, on a 82% je pense de position vendeuse. NZD-USD c'est pareil, donc position vendeuse extrêmement importante sur le NZD-USD, le DAX, bref. Et le silver est très acheté alors qu'il est baissier. Silver, pétrole, vous voyez qu'il est acheté, l'USD-CHF est acheté alors qu'il est baissier, l'euro CHF acheté, donc ça c'est l'euro CHF on n'en prend pas vraiment compte étant donné que ces deux devises sont extrêmement corrélées et donc il n'y a pas vraiment de choses à faire. Le gold, moi j'ai pu remarquer que les signaux du, euh, du sentiment n'étaient pas très efficaces sur le gold. Donc si vous regardez ces graphiques là qui sont disponibles sur DailyFX Plus, DailyFX Plus ici, vous allez juste avoir un compte IG ou un compte démo IG et vous pouvez retrouver ces données là et voilà, donc le gold personnellement d'après mon expérience c'est pas forcément les choses qui marchent qui fonctionnent le mieux. Alors je continue de répondre à votre question François, les paires en yens. Alors le yen est baissier, on l'a vu pendant la séance asiatique, donc on va favoriser le NZD yen. Alors attendez juste, je regarde l'euro AUD pour voir laquelle superforme. Est-ce que c'est l'euro, est-ce que c'est l'AUD? Donc c'est l'AUD qui superforme, GBP UD. GBP il est donc GBP superforme vis-à-vis de l'AUD. L'AUD USD, je me souviens plus ce qu'on avait. Donc l'AUD superforme, voilà. Donc on va voir le NZD yen qui est bullish. Ah bah tenez, ça atteint l'objectif de début de hier. Objectif atteint. Bon, honnêtement, ça ira bien plus haut. Ça ira jusqu'à ce niveau de prix là. J'ai des fortes convictions. Le NZD yen, c'est une des paires avec un fort potentiel haussier. Voilà. Objectif atteint. On vient chercher maintenant les 82, soit 47. Sur le RSI, on n'a pas de divergence baissière en journalier. En weekly, on n'a pas de divergence baissière. On a la cassure de 50. On a un beau momentum haussier. Une tendance qui est saine, globalement. En mensuel, pareil, on a cassé 50. Vous voyez, on vient de casser 50. On a un momentum haussier. Bref, honnêtement, il n'y a aucune raison d'arrêter d'acheter sur la NZD yen. Voilà, donc François, NZD yen, je pense que c'est une des meilleures paires de devises à acheter. NZD yen, à court terme, le GBP yen affiche une bonne configuration. Voilà, donc objectif d'hier atteint. Voilà. Donc en cas de clôture au-dessus des 192,50, voilà. Si on clôture au-dessus des 192,50 en journalier, l'objectif sera haussier jusqu'à 183,41 à condition bien évidemment que Carnet ne déçoit pas le marché. Voilà, que la BOE ne déçoit pas le marché. Voilà, donc vous avez, ce sont mes stratégies, hein, vous les connaissez globalement. Hein, c'est en swing, c'est achat fort AUD, achat fort NZD, achat euro, on va se mettre en stand-by étant donné qu'on a le dollar US qui consolide, donc l'euro qui consolide. Voilà, vous commencez à savoir la corrélation totalement négative qu'il y a entre l'euro et le dollar. Donc si le dollar consolide, l'euro consolide. Si le dollar est baissier, l'euro est haussier. Si le dollar est haussier, l'euro est baissier. Voilà. Donc, puisque le dollar consolide, l'euro consolide, tout simplement. Donc l'euro, on va se mettre en stand-by un petit peu. Mais concrètement, on va acheter la UD NZD en swing. En intraday, on va acheter le NZD, la livre entre guillemets, mais c'est assez spéculatif, comme vous avez pu le comprendre. Donc NZD, achat NZD en intraday, vente JPY, USD, et voilà, tout simplement. Alors on n'a pas fait l'USD CAD. L'USD CAD, voilà, il a du mal étant donné que le pétrole est sur niveau de support. Donc si on regarde le pétrole, voilà, il consolide. L'USD consolide également, donc on n'a pas de mouvement sur le USD CAD. Si on a un rebond du pétrole, ça fera pression sur le USD CAD et le cours pourrait venir chez les 1,3122. Voilà. On passe sur les indices boursiers, donc moi je suis bullish, hein, voilà. Hein. Enfin, vous commencez à connaître ma stratégie en fait. Dès que là on a des chiffres dans le vert, des indices boursiers qui sont dans le vert, dès qu'on a de l'appétit pour le risque qui est matérialisé par cette hausse de Wall Street et cette hausse de la séance asiatique, et bien globalement, voilà, faut pas se poser 36 000 questions. On a les indices boursiers européens qui suivent. Donc CAC couvre à la hausse, le DAX, l'Eurostoxx, l'IBEX, etc., etc. Donc là, le CAC, premier scénario atteint.
Voilà, scénario que j'avais donné dans mon article. Je ne sais plus si je l'avais donné dans mon webinaire d'hier matin, mais en tout cas dans mes articles, hein, sachez que je suis chargé entre guillemets d'écrire les articles quotidiens sur CAC, DAX, parfois Eurostox. Parfois je prends plaisir à écrire sur l'IBEX, en collaboration avec notre analyste espagnol, voilà, donc qui est très qualifié, qui écrit quotidiennement sur l'IBEX. Donc voilà, s'il y a des bonnes configurations, il m'en fait part et moi j'écris dessus et ça vous permet de voir d'autres choses que le CAC et le DAX, même si c'est des indices qui sont très très intéressants. Je pense que c'est aussi intéressant parfois de voir l'indice espagnol qui surperforme tous les autres indices européens. Bref, donc tous les jours j'écris sur CAC, DAX, Eurostox, euh, Dow Jones, S&P, parfois Nasdaq. Donc voilà, je suis un petit peu chargé des indices boursiers entre guillemets. Donc voilà, je donne des stratégies en intraday dans mes articles, dans mes webinaires, ça dépend, parce qu'il faut que mes articles gardent un intérêt aussi. Et donc la CAC, bon à terme, c'est direction les 5373 points. Maintenant en intraday, on va chercher des objectifs. Donc on va regarder les clôtures weekly. Alors aux clôtures weekly, on en a. Alors clôture weekly ici, une clôture weekly ici. Donc là, on a un premier niveau de résistance. On en a un ici. Voilà. Tac, tac, tac. Donc en une heure. Donc une heure, niveau de résistance à 5343 points. Ça sera première résistance en intraday. En cas de cassure de ce niveau de prix, l'indice parisien ira chercher les 5373. Voilà, donc deux niveaux de prix, 5343 et 5373. Donc ça, je vais le tracer, hop, laissez-moi 2 petites secondes. Temps de gérer. Alors, moi, je vous invite à vraiment bien faire des graphiques, propres. C'est beaucoup plus agréable à lire. Hop, voilà. Donc, niveau de support intéressant à 5320 points, excusez-moi, environ. Achat en intraday, je pense, sur ce niveau de prix light. On est qu'on a un appétit pour risque, donc ça m'étonnerait qu'on retracera plus. Regardez ici, c'était la journée d'hier. On avait une tendance plutôt haussière. On va se mettre en M15. Voilà, c'est peut-être plus parlant. Donc voilà, on avait une légère tendance haussière. Pas beaucoup de volume, comme on peut le voir. Si on a un retour sur 5300, ce serait l'idéal pour ceux qui ne sont pas à l'achat. Néanmoins, hein, ça fait quand même plus d'un mois que voilà, j'annonce ce niveau de support à 5250, le support mensuel, qui est intéressant malgré cette excursion en dessous. Ce niveau de support là, si le cours revient, on passera. Voilà, c'est un niveau de prix intéressant sur du moyen long terme. Voilà, donc vous avez mes objectifs, 5343, donc là il y a 11 points à aller chercher. En cas de cassure, 5373. De toute façon, si vous voulez garder vos stratégies achats des indices européens plus tard que de l'intraday, vous pouvez clairement garder les 5373 et même 5400 points. Voilà, il n'y a aucune raison, enfin, en tout cas, je ne vois aucun risque baissier sur les indices européens avant l'été. Donc, avant juillet, moi je suis aussi. Donc, il y a 10 jours pour que les indices européens soient bullish. Après, concrètement, ça va consolider entre 5400 et 5200. Voilà. C'est en tout cas mes prévisions. Après, je n'ai pas une boule de cristal, hein, mais voilà, concrètement, il y a beaucoup de chances que les indices européens consolident, comme tous les autres indices, hein. À part les indices asiatiques où c'est un petit peu pas vraiment de vacances d'été, hein, là-bas, donc il y a des flux. Mais concrètement à Wall Street et en Europe, on a les indices qui généralement, statistiquement, consolident en juillet, août. On a un point bas qui est fait fin septembre, début octobre, et ensuite c'est reparti jusqu'à mai. Voilà, donc CAC, on a 10 jours pour qu'il revienne sur ses plus hauts, et ensuite honnêtement, je ne m'attendrai pas à ce que le CAC ou le DAX dépasse des plus hauts cet été. Voilà. Voilà, donc pour ce qui est du CAC, le DAX, tac tac tac, donc on a l'ouverture, voilà, le DAX marque des nouveaux records, prochain objectif 13 000 points pour ces 10 prochains jours, donc voilà, le DAX qui évolue en territoire inconnu comme prévu dans l'article d'hier matin. L'Eurostox, objectif atteint, prochaine zone 3600 et enfin 3616. Ça m'étonnerait que en 10 jours
l'Eurostock vienne chercher les 3650, mais bon, voilà, l'objectif à terme, voilà, je ne dirais pas le must serait qu'ils reviennent à 3691 et même au-delà, donc assez plus haut de 2015. C'est au plus haut de 2015 qui sont à 3336. Mais voilà, je pense que pour ces 10 prochains jours, on peut s'attendre à ce que le cours vienne chercher les 3616. Pourquoi pas les 3649, 3600, 3650, mais je ne pense pas qu'on pourra chercher des niveaux de prix au-dessus des 3650. Alors le gold rebondit, plus 0,3%, simplement un rebond technique, on est sur un niveau de prix intéressant, donc le marché paye de l'once d'or, ce qui n'est pas forcément justifié par l'appétit pour le risque, mais plutôt par le fait que c'est une valeur de diversification. Donc le marché achète en même temps des valeurs à risque et de l'once d'or. Voilà, donc l'once d'or est acheté en intraday. Moi, si je devais avoir un scénario, c'est pullback jusqu'à 1248 $. Voilà, donc achat pour 1248, pourquoi pas 1250? Je pense qu'il sera atteint peut-être pas en intraday mais en swing trading. Dans la semaine, on aura un pullback à 1250. Voilà, maintenant la tendance elle est baissière, donc je ne vais pas vous dire d'acheter sur du moyen long terme à ce niveau de prix là, étant donné qu'on n'a pas de divergence horaire, on n'a pas de divergence daily, 4 heures on n'a pas de divergence, donc là concrètement on est dans une tendance baissière sur du moyen terme. Voilà, donc en intraday il semblerait que le gold rebondisse, donc 1248, 1250, mais sinon concrètement la tendance elle est attendue à la baisse. Pétrole, clairement c'est une consolidation. Donc hier on avait un objectif. Voilà, hier on avait un objectif pour le cours revienne à 44,78. C'est toujours d'actualité avant les stocks de pétrole. Voilà, niveau de support intéressant comme vous pouvez le constater à 44,8 $, qui correspond à 38,2% de retracement de Fibonacci de la tendance haussière de 2016. Vous voyez cette tendance haussière en 2016, support à 38,2%. Le cours a rebondi dessus, donc c'est un niveau de prix concrètement qui peut se payer à court terme. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vois que je n'ai plus de questions. Je vais donc vous donner rendez-vous sur le site DailyFX pour des actualités stratégie intraday, hein, comme je vous l'ai dit, hein, sur les indices européens et même américains. Ensuite, il y a j'écris aussi sur des paires de devises, mais bon, il y a également Yoav Nizar, Vincent Bois qui écrit sur le site web et qui donne parfois des stratégies. Voilà. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, au sentiment également qui donne des signaux vraiment intéressants. Merci à vous pour votre attention et on se retrouve sur cdfx.fr, sur les réseaux sociaux pour d'autres stratégies sur le fil de la journée.